Les groupes armés séparatistes réunis dans le Front de libération de l'Azawad ont annoncé dans un communiqué la mort de 7 de leurs combattants. Les détails à retrouver dans cette édition et nous parlerons aussi du procès de la société de négoce de pétrole Trafigura pour corruption dans le sud-est de la Suisse. L'un des anciens dirigeants de cette société est aussi convoqué à la barre. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au lendemain de sa création, le Front de libération de l'Azawad, FLA, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du nord du Mali, affirme dimanche dans un communiqué que 7 de ses membres sont tombés sur le champ d'honneur. Le FLA est une alliance de groupes armés séparatistes à dominance touareg, créée en mai 2024. Parmi les 7 responsables du Front de libération de l'Azawad tués, Fahd al-Mahmoud est l'un des plus connus. C'est un dissident du groupe d'autodéfense des Imhad et alliés dont l'autre frange soutient la junte. Plusieurs frappes de drones synchronisées dans le nord du Mali, attribuées par plusieurs sources à l'armée malienne, sont à l'origine de ces décès, 24 heures seulement après la création du nouveau mouvement armé. Le Front de libération de l'Azawad est composé de 5 anciens groupes qui ont décidé de fusionner avec tous un même drapeau. L'autre nouveauté de ce front, la coalition se radicalise, elle est indépendantiste. Le FLA, avec sa principale base située non loin de la frontière avec l'Algérie, entend prendre le contrôle de l'Azawad, nom qu'il donne à une partie du nord du Mali. Pour y parvenir, outre des actions sur le terrain, le nouveau groupe armé affirme vouloir engager une vaste offensive diplomatique pour être reconnu par les pays voisins et les partenaires internationaux. Ce lundi 2 décembre 2024 s'ouvre le procès public pour corruption de Trafigura, l'une des plus grandes sociétés de négoce de pétrole et de métaux dont le siège historique est à Genève. Jusqu'à présent, Trafigura avait échappé au procès en plaidant coupable pour corruption au Brésil ou aux États-Unis. Cette fois, le tribunal de Bellinzone dans le sud-est de la Suisse convoque à la barre 4 prévenus dont la société Trafigura elle-même est l'un de ses principaux anciens dirigeants. Ils sont accusés de corruption d'agents publics en Angola entre 2009 et 2011. Cette affaire angolaise est une réplique somme toute modeste du scandale brésilien Petrobras, mais il va valoir un procès historique à la société des négoces Trafigura car la justice helvétique a décidé d'aller jusqu'au bout. En 2016, l'intermédiaire brésilien de Trafigura, Mariano Marcondes Ferraz, avoue au juge brésilien qu'il prospectait aussi en Angola. Il s'agissait d'Amadoué, le dirigeant de la branche distribution de Sonangol, la société pétrolière angolaise, pour obtenir des contrats de soutages de navires. Hôtel de luxe au bord du lac Léman, dîner chez Claude Defin, le patron de l'époque, les 150 pages de l'acte d'accusation détaillent comment Paulo Govia, junior, aurait aussi reçu l'équivalent de 5 millions d'euros via une société offshore dirigée par un ancien cadre des Trafigura, Thierry. Ces 2 hommes figurent parmi les prévenus aux côtés du pilote automobile britannique Mike Wainwright, qui était surtout l'ex-directeur des opérations de Trafigura et donc dans le trio dirigeant, mais qui nie les accusations. Parmi les prévenus enfants, la société Trafigura risque une peine financière très faible, mais son processus promet d'être le grand déballage de ces méthodes de corruption. Le gouvernement guinéen fait état d'au moins 56 morts en Zérekoro, dans le sud-est de la Guinée, après un mouvement de foule au stade de la ville. Les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps sans vie et de multiples blessés. La finale du tournoi de football, le général Mamadi Doumbouya a dégénéré dans les dernières minutes. Jeunes et forces de l'ordre s'en sont mêlés, aboutissant à une situation chaotique. On joue les dernières minutes de la finale du trophée général Mamadi Doumbouya entre l'équipe de Zérekoré et celle de l'Abbé dans un stade archi plein et en présence de membres du gouvernement lorsqu'un pénalty est sifflé pour l'équipe locale. Les visiteurs contestent, s'en prennent à l'arbitre et un échauffourée débute alors que le terrain est envahi. Selon les témoins, les forces de l'ordre jettent alors des gaz lacrymogènes. Des jeunes répondent par des jets de pierre. L'affrontement amène à un mouvement de foule vers la seule sortie de l'enceinte.
Plusieurs sources sur place disent craindre un lourd bilan. Les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps inanimés au stade et dans les couloirs de l'hôpital régional, où un médecin évoque plusieurs décès et des dizaines de blessés à prendre en charge. Jusque-là, le tournoi avait été une fête drainant des milliers de personnes. Plusieurs événements de ce type au nom du chef de la junte ont été organisés depuis mi-septembre dans les provinces afin de préparer sa candidature à la future présidentielle, estiment ses détracteurs. Bahouri, le premier ministre de transition, a publié un message sur X où il dit « Le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match. Il confirme qu'il y a des victimes. » Bahouri ajoute que les autorités régionales sont à pied d'œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population. Les autorités morales de la ville sont priées de concourir aussi à la restauration de la quiétude sociale, dit-il. Le président français Emmanuel Macron entame ce lundi 2 décembre une visite d'État de 3 jours en Arabie Saoudite. Le royaume saoudien est le deuxième plus grand importateur d'armes au monde et le premier en termes de dépenses militaires dans la région. Et à ce titre, il intéresse particulièrement les entreprises françaises de défense. L'Arabie Saoudite souhaite également diversifier son économie. Sur le carnet de commandes d'armes françaises, l'Arabie Saoudite était le deuxième pays le plus important l'an dernier. La France a vendu beaucoup de matériel historiquement depuis de nombreuses années à l'Arabie Saoudite, explique Renaud Bellet, qui co-dirige l'Observatoire de la défense de la Fondation Jean Jaurès et également conseiller pour le fabricant de missiles MBDA. Beaucoup de pays sont soit leurs propres producteurs et donc n'importent pas, soit ont des partenaires avec d'autres pays comme les États-Unis ou la Russie. Les pays du Golfe dont l'Arabie Saoudite sont des marchés ouverts dans ce sens où ils sont prêts à acheter le matériel à plusieurs fournisseurs, ajoute-t-il. D'éventuels contrats d'armement scrutés de près, la France aimerait notamment vendre des avions de chasse, des Rafales, au royaume saoudien. Mais les éventuels contrats d'armement seront scrutés de près car des experts de l'ONU accusent Riyad de crimes de guerre au Yémen. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de concevoir qu'on puisse vendre des armes encore à l'Arabie Saoudite avec un potentiel risque d'utilisation au Yémen, pointe Aymeric Elouine, chargé de plaidoyer sur les armes pour Amnesty International. Rien n'indique que la France aurait obtenu de nouvelles garanties que ces équipements seraient utilisés dans le respect du droit international humanitaire par l'Arabie Saoudite, potentiellement par exemple au Yémen. Selon l'ONG, l'Arabie Saoudite n'a pris aucune mesure jusqu'à maintenant pour faire la lumière sur les possibles crimes de guerre commis au Yémen dans le conflit qui dure depuis 2014. Près de 80 ans après les faits, la France a reconnu jeudi 28 novembre le massacre survenu le 1er décembre 1944 au camp militaire de Thiaroye. Salué par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, cet acte suscite néanmoins des réserves auprès du comité chargé de lever des ondes d'ombre autour de ce crime colonial. Si la France parle de massacre, c'est qu'elle n'a plus le choix, affirme l'historien Mamadou Diouf, président du comité de commémoration. Pour lui, cette reconnaissance arrive bien trop tard, car selon ses propos, dès 1944, le massacre ne fait pas doute. Que la France soit de bonne foi ou non n'est pas notre problème. Ce que nous voulons, c'est la vérité et toute la vérité sur ce qu'il s'est passé ce matin du 1er décembre 1944. A-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce vendredi. Combien de tirailleurs ont été tués? Où ont-ils été enterrés? C'est tout l'enjeu de comité composé de 6 historiens et d'un documentariste. Après avoir passé 10 jours à écluser les nombreux services d'archives de l'Hexagone, le comité a découvert de nouvelles archives. Des dizaines d'actes de décès de tirailleurs africains morts à l'hôpital de Dakar entre fin 1944 et début 1945. L'historienne Roukaya Fall, membre du comité, a annoncé la découverte de ces nouveaux documents. Pour elle, les archives françaises n'ont pas relevé tous leurs secrets. Le fait d'avoir trouvé ces actes de décès, déjà c'est quelque chose d'inédit. Cela a été possible parce que nous avons suivi une autre approche. On a été dans les communes pour voir ce qu'on pouvait glaner par-ci, par-là, d'où sont partis les tirailleurs. Vers le nord de France, Morlaix, ensuite les camps de Rennes, les camps de Versailles, la Flèche. Si on essaye de mettre le nez dans ces documents-là, on peut trouver des documents inédits. Il est pourtant trop tôt pour en tirer des conclusions hâtives. Ce sera un travail de longue haleine, prévient l'équipe d'historiens qui prévoit de remettre un livre blanc compilant l'ensemble de leurs conclusions en mars prochain
aux autorités sénégalaises. Et c'est avec cette dernière information que nous mettons ainsi fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.